Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Aide et dépendance de l'Afrique noire. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Pierre Ngaka, le système de protection sociale au Congo-Brazzaville, 2010. Bernard Gourmelin et Jean-Michel Leroux, Petit métier pour grand service dans la ville africaine, avec la collaboration de Mamoutou Touré, 2011. Issaka Ndiaye, guide de la passation des marchés publics au Sénégal, 2010. Xavier Dijon et Marcus Ndongmo, l'éthique du bien commun en Afrique, regard croisé, 2011. Daniel Keuffi, la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, 2011. Cédric Ondayeubauh, vous avez dit développement, 2010. Mahamadou Zongo, Soudir, les enjeux autour de la diaspora burkinabé, 2010. Jean-Claude Mboli, origine des langues africaines et essai d'application de la méthode comparative aux langues africaines anciennes et modernes, 2010. Lambert NICITIRETSE, charge pastorale du curé et corresponsabilité dans l'Église du Burundi, 2010. Jean-Maurice Noah, le Makossa. Une musique africaine moderne, 2010. Brice Armand Davakan, Repenser les nations africaines, 2010. René Nguetia Kwasi, Comment développer autrement la Côte d'Ivoire, des suggestions concrètes pour soutenir la dynamique du développement de ce pays, 2010. Jean-Pierre Bodjioka Lilembou, Développement de la radio catholique en rez-de-chaussée, 2010. Auguste Il Okaï, Le droit des parcelles de terrain au Congo. Tome 1, Droit foncier coutumier. Acquisition des parcelles de terrain, 2010. Essai Amouzou. Aide et dépendance de l'Afrique noire. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 094 1. EAN 9 782 296 540 941. Avant-propos. Le développement de l'Afrique préoccupe les gouvernements africains au plus haut point, et l'objectif affiché par les organisations internationales et non gouvernementales est de parvenir à la réalisation d'un développement durable susceptible de permettre aux populations de satisfaire au moins leurs besoins vitaux, et de s'affranchir des aléas de la pauvreté. Mais, malheureusement, l'aide au développement devient sujet à controverse. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ont longtemps voulu contribuer à la résolution d'un certain nombre de contradictions qui assaillent les Africains au sud du Sahara, font finalement le triste constat que leur assistance s'éternise sans toujours apporter les solutions tant souhaitées pour alléger les peines et les souffrances des individus. En d'autres termes, de multiples projets initiés çà et là sur le continent depuis 5 décennies n'ont pas eu d'impact significatif. La misère matérielle, la désolation et le désespoir de la jeunesse africaine en particulier et des communautés traditionnelles en général ont atteint un niveau effrayant. Ce phénomène alarmant a pour corollaire la migration clandestine, la délinquance juvénile et les fléaux sociaux dont la famine et les maladies se classent en position dominante. Le discours sur le développement devient finalement utopique, puisque les financements pour le développement rural, même triplés, ne semble pas mettre les bénéficiaires à l'abri des anxiétés existentielles. Le mythe du développement durable, comme je l'affirmais dans mes précédents ouvrages, est réel, et rien ne permet de démentir jusqu'à ce jour cette triste réalité. Cette assistance éternelle qui ne dit jamais clairement son nom, est suicidaire pour l'Afrique noire qui n'a fait que gémir sous le poids d'une dépendance continuellement entretenue sans relâche, parce que génératrice de profits monstrueux. Comme le disait si bien un chef d'État en Afrique noire dans les années 70, qui aide l'autre en réalité ? L'auteur. Introduction. L'aide au développement de l'Afrique,
a été une préoccupation depuis les temps coloniaux à nos jours. Mais c'est à partir des années qui ont consacré l'indépendance des États africains que cela est devenu aux yeux des dirigeants héritiers du système colonial un passage obligé pour amorcer un développement. L'aide est devenue le cordon ombilical d'une Afrique dans les entrailles des pays colonisateurs, la mer, sans laquelle aucun espoir de vie n'est envisageable. L'aide publique au développement APD, de Afrique, est devenue si indispensable qu'on en est arrivé à en imaginer plusieurs sortes. Aide bilatérale, multilatérale, assistance économique, technique, etc. Les pays africains se bousculent devant la porte d'entrée de la fameuse initiative PPTE, pays pauvres très endettés, afin de bénéficier de la largesse des institutions de Bretton Woods qui en réalité, sont plus préoccupés par les intérêts sur les emprunts que par les problèmes de développement des pays. En effet, un pays endetté ne peut profiter de l'allègement de sa dette selon le programme de l'initiative PPTE, que lorsqu'il devient pauvre et très endetté et donc voit sa situation se détériorer de plus en plus par un appauvrissement supplémentaire. Joseph Amougou et Patience Thierry 2002. C'est-à-dire être un pays à asphyxier économiquement, avant d'avoir droit à une aide quelle qu'elle soit. Puisqu'aujourd'hui, il est demandé aux pays pauvres très endettés, après le plan d'ajustement qui a contribué à appauvrir les États, de mettre en place des mécanismes de lutte contre la pauvreté afin de bénéficier d'une réduction de leurs dettes. Or, comme le dit Alejandro Teitelbaum 2002, la logique la plus élémentaire voudrait qu'un ordre soit inversé, c'est-à-dire qu'il faut d'abord réduire ou annuler la dette et ensuite, ou simultanément, exiger des gouvernements bénéficiaires qu'ils adoptent des mesures de lutte contre la pauvreté en consentant de nouveaux prêts avec intérêt. Malgré ce raisonnement dépourvu de toute logique, être éligible à cette initiative, au lieu d'être perçu comme un problème, est devenu un objectif à atteindre même s'il faut remplir des conditionnalités qui parfois frisent l'humiliation. Il faut donc s'engager dans le respect de ce qu'il convient d'appeler un code de bonne conduite, ou encore être déclaré un bon élève des institutions financières internationales, pour bénéficier d'une aide publique au développement. Le système qui rend les pays africains dépendants s'explique par les obligations qui amènent ces pays à avoir recours aux institutions financières. Les contradictions générées par la problématique du sous-développement sont nombreuses et variées. Elles vont des nécessités d'enrayer les maux inhérents aux besoins alimentaires, jusqu'à ceux relatifs à la santé des populations. Tel un individu qui n'a d'autre recours que le prêt à usure, les pays africains tendent la main aux institutions de Bretton Woods qui leur octroient des prêts à intérêt dont le remboursement devient interminable. Sans avoir épongé ses dettes, d'autres besoins se font sentir cruellement, obligeant le pays à formuler de nouvelles demandes pour venir à bout des maux qui pointent constamment à l'horizon. Le cumul des dettes face à l'incapacité de l'acquittement des redevances contraint les pays nécessiteux à demeurer dans le cercle vicieux de la dépendance, salaire inimaginable, des expatriés sans lesquels l'aide ne pourra jamais être consentie. Cela amène les pays pourvoyeurs d'aide à récupérer près de 70% des fonds alloués qui doivent retourner au Nord, sous diverses formes, achat de matériel des pays pourvoyeurs de fonds, salaires monstrueux des expatriés, etc. Dans cette situation où les Africains semblent se plaire dans leur position d'éternels assistés, et où ils sont largement persuadés que leur destin doit être pris en charge par les étrangers, Axel Kabou, 1991, est-il exagéré de dire que l'aide rend l'Afrique dépendante ? Pour répondre à cette interrogation, il convient d'abord de décrypter un certain nombre de concepts clés qui sous-tendent cette problématique majeure de l'aide au développement. L'aide publique. L'un des objectifs essentiels de l'aide publique au tiers-monde appelle sans plus tarder une analyse politique de celle-ci. Que ce soit par le jeu de l'échange inégal, détérioration des termes d'échange, qui entraîne une ponction lente, continue, mais relativement peu visible sur les recettes d'exportation, soit par le rapatriement des profits privés qui exige chaque année une ponction de caractère massif et abrupte sur les réserves de change, le pillage du tiers-monde sous ses diverses formes ne serait pas supportable longtemps par les pays pillés si une aide financière et économique ne leur était apportée régulièrement. Nous avons vu déjà que divers auteurs analysent l'aide en une restitution. Elle peut aussi être comparée à des injections répétées annuellement,
qui ont pour effet de réamorcer la pompe, d'où les monopoles impérialistes recueillent le produit de leur pillage. L'aide publique n'est donc en rien une générosité, une option qu'on pourrait prendre ou non, mais une rigoureuse obligation afin que le système d'exploitation puisse se perpétuer sans trop de heurts. Mais qui paie cette aide publique des pays industrialisés ? Elle est prélevée sur les recettes des États qui proviennent partout, à concurrence d'environ les 3/4 et par voie directe et surtout indirecte, des revenus des salariés. Transitant par les caisses publiques, ces fonds d'aide au développement du tiers-monde sont à la fois une contrepartie partielle du pillage des monopoles et ce qui permet de l'entretenir. L'aide s'analyse de ce point de vue, dans les pays donateurs et pour les 3/4 de son montant si ce n'est davantage, en un transfert de revenus en provenance des classes salariées et au profit des monopoles nationaux. Elle s'inscrit dans l'exploitation de classe. Perpétuant par ailleurs le pillage du tiers-monde par les mêmes monopoles, concourant de ce fait à l'exploitation dont sont victimes les populations des pays sous-développés, elle constitue l'un des éléments objectifs d'une solidarité internationale des travailleurs des pays développés et des peuples dominés et exploités du tiers-monde. Mais d'un autre point de vue, cette aide est accordée par des États à d'autres États. Les premiers sont l'expression de classe de la bourgeoisie capitaliste et de plus en plus du capitalisme monopoliste. Les seconds sont l'émanation de classes ou de couches dominantes dans le tiers-monde. À ceux-ci, à leurs gouvernants presque partout dévoués à l'impérialisme, l'aide publique économique et financière mais aussi militaire procure les moyens de défendre leur pouvoir de classe ou couches privilégiées. À ce titre, l'aide, quoique provenant pour l'essentiel des revenus des travailleurs salariés des pays riches, est canalisée par les États au profit du système impérialiste. Elle est l'expression de la solidarité internationale des classes dominantes des pays donateurs et des pays bénéficiaires. Dans ces derniers, en évitant notamment la catastrophe financière que l'exploitation impérialiste ne manquerait pas de provoquer rapidement, elle aide au maintien en place des prostituées politiques du système. Elle est un contre-feu au développement de la contestation révolutionnaire et assure, tant bien que mal il est vrai, la survivance de l'ordre impérialiste. L'aide publique, bilatérale aussi bien que multilatérale, est donc politique au premier chef. Étant d'essence impérialiste, elle emporte les stigmates dans toutes ses formes et manifestations, y compris celles qui à première vue pourraient apparaître comme néanmoins profitables au tiers-monde, la coopération par exemple. L'aide bilatérale. C'est celle qui est accordée par un pays développé donné à un pays du tiers-monde à titre particulier. Chacun sait que les grandes puissances impérialistes accordent leur aide personnelle de préférence aux pays du tiers-monde, qui, au stade néocolonialiste, sont demeurés dans l'orbite de la métropole colonialiste. La France par exemple aux pays dits francophones d'Afrique, la Grande-Bretagne aux pays du Commonwealth et bien sûr les États-Unis à l'Amérique latine. Mais il serait faux de croire que ces courants préférentiels sont exclusifs. La France sert d'abord les siens, c'est-à-dire les pays où ces firmes exportent plus volontiers leurs marchandises et leurs capitaux, mais elle n'oublie pas pour autant les autres en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. Les États-Unis dispersent davantage encore leur aide sur tout le tiers-monde, et les pays capitalistes développés qui n'ont pas eu de colonies ou pseudo-colonies ou fort peu, orientent leur aide là où les conduit leur intérêt. Politiquement enfin, le coopérant n'est choisi ou accepté par le pays assistant que si l'on ne possède à son sujet aucun mauvais renseignement. Les contestataires du système impérialiste sont éliminés. Sans doute la sélection politique n'est-elle pas parfaite, il y a des surprises. Très souvent, le coopérant est porteur conscient et consentant de l'idéologie du pouvoir dans son pays d'origine. Et il faut aller plus loin. Même lorsque le coopérant se croit indépendant au regard de cette idéologie, il la véhicule néanmoins avec lui inconsciemment, au moins dans une large mesure. Objectivement, l'enseignant le mieux intentionné et les enseignants constituent la grande masse des coopérants, d'une part diffuse la langue et la culture de son propre pays et par là est nécessairement propagateur d'impérialisme culturel et agent d'oppression de la culture nationale du pays assisté, et d'autre part par son existence même de coopérant, il est un rouage du système d'ensemble de l'aide impérialiste au tiers-monde. Il ne saurait s'en abstraire et il en porte les stigmates. Le coopérant pense souvent et de bonne foi qu'il fait œuvre utile, de même qu'il croit largement encore que l'aide est une générosité. Mais l'impérialisme ne saurait apporter à un pays du tiers-monde
un concours qui n'est pas de contrepartie à son profit. Souvent d'ailleurs il s'en cache à peine. Ainsi en va-t-il pour l'aide liée, qui s'est aujourd'hui généralisée dans le cadre bilatéral, et qui consiste à subordonner l'aide financière à l'obligation pour le pays receveur de faire dans le pays donateur exclusivement les achats et équipements qu'elle permet. Ainsi, le pays donateur est-il sûr que la plus grande partie des fonds qu'il alloue lui reviendra en paiement importation par le pays bénéficiaire. Et comme les fournisseurs du pays donateur savent qu'ils détiennent dans ce cas une exclusivité, il leur est facile de s'entendre souvent pour majorer leur prix dans une mesure importante. Le rapport Pearson lui-même écrit que les pays bénéficiaires d'aides liées se voient contraints d'acheter des marchandises à des prix souvent supérieurs à ceux en vigueur sur les marchés mondiaux où s'exerce la libre concurrence. S'agissant de l'aide des États-Unis, Le Monde du 19 janvier 1972, rendant compte d'un débat au Sénat de Washington, écrit « Il n'a évidemment jamais été question au Sénat de supprimer l'aide à l'étranger. L'économie américaine pourrait difficilement se passer d'une telle subvention, au moment où elle est en proie aux difficultés que l'on sait. 90% des crédits qui composent l'aide doivent être, en règle générale, dépensés en salaire ou en achat de biens et de services dans les pays des bailleurs de fonds. En Angleterre, une brochure officielle récente précise « Les 2/3 de notre aide au tiers-monde sont en fait dépensés en Grande-Bretagne ». En France, le rapport Gors de 1971 souligne en subvention que la coopération est conçue comme une suite de décisions à courte vue inspirées par le souci d'augmenter les ventes d'équipements français, sans se préoccuper de l'intérêt réel du pays assisté. Et le spécialiste Tibor Mind, cependant modéré dans ses prises de position, écrit que pratiquement toute l'aide de la France à l'Afrique lui revient sous forme de transfert de fonds ou de commandes. L'aide multilatérale. Elle est essentiellement dispensée par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, plus couramment appelée Banque mondiale, et par ses deux filiales, l'Association internationale de développement AID, et la Société financière internationale, SFI. En plus interviennent, mais de façon plus modeste, le Fonds spécial des Nations Unies, le Fonds européen de développement FED, les pays de la CEE, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement, etc. On s'attachera plus spécialement à la Banque mondiale, non seulement parce qu'elle est la plus importante dispensatrice de l'aide multilatérale, mais aussi parce qu'elle joue un rôle de plus en plus grand dans l'orientation et la coordination de l'aide. La Banque mondiale d'abord, n'est que la banque du monde capitaliste car les pays socialistes n'en font pas partie. Les souscripteurs au capital de la banque sont les États. On ne peut être membre de la banque sans l'être du FMI, et la connexion entre les deux organismes est très étroite. Il faut y voir l'un des éléments de l'intégration mondiale impérialiste dans les domaines monétaires et financiers. Au 30 juin 1991, la Banque mondiale comptait 116 États membres, c'est-à-dire pratiquement tous les pays capitalistes développés et tous ceux du tiers-monde, ces derniers en constituent l'écrasante majorité. Mais les souscriptions au capital et le nombre de voix est en fonction du poids financier des États. 7 pays capitalistes développés, USA, Royaume-Uni, RFA, France, Japon, Canada, Italie en détiennent la majorité absolue. La Banque mondiale est par conséquent un instrument entre les mains des impérialismes les plus puissants. Les moyens d'action de la banque sont, outre son capital et ses réserves, des emprunts obligataires qu'elle place auprès d'organismes publics divers, des banques centrales et des banques privées. Le coût de ces emprunts pendant l'exercice 1991 s'est élevé, en moyenne à 8,07%, contre 7,54% en 1990. Aussi le taux d'intérêt des prêts qu'elle consent a-t-il dû être porté de 7 à 7,25%. Ce taux est moindre que celui des emprunts de 1991, parce que les emprunts antérieurs avaient été beaucoup moins onéreux. Car la banque n'est pas une organisation de bienfaisance, elle réalise des profits qui se sont élevés en 1991 comme en 1990 à 212 millions de dollars, pour un capital versé de 2316 millions de dollars en 1990 et 2387 en 1991. Quant à la répartition de l'aide publique par secteur économique, si des données précises manquent à ce sujet,
On sait pourtant qu'au moins la moitié de cette aide est affectée à des travaux publics, installations portuaires, transports, grands ouvrages, etc., c'est-à-dire à des travaux d'infrastructures généralement non rentables directement, mais indispensables aux entreprises étrangères de pillage des matières premières et pour elles fort rentables. En un mot, l'aide publique prend à son compte les travaux et les dépenses qui facilitent l'introduction du capital privé et de ces entreprises. Le rapport Pearson l'avoue crûment. L'aide publique pour les investissements d'infrastructures est la condition sine qua non de l'investissement privé que cette aide tente à simuler. C'est la confirmation des motivations de l'aide exprimée dans le rapport Clayton au président des États-Unis, pour lequel, en substance, les États donateurs font les frais nécessaires et engagent les actions politiques et économiques indispensables pour permettre aux monopoles d'étendre paisiblement leur mainmise sur le tiers-monde. Les États donateurs, certes, dans le système du capitalisme monopoliste d'État, font les frais nécessaires à cette fin, mais les frais strictement nécessaires seulement, car finalement leur aide ne s'écoule de leur caisse qu'au compte-gouttes, et chacun sait que les objectifs qu'on avait fixés pour la première décennie dite du développement 2009 à 2010 n'ont pas été atteints, il s'en faut de beaucoup. Pourtant, le montant de l'aide publique est calculé par l'OCDE de façon plutôt avantageuse. C'est ainsi que la France, qui s'obstine par ailleurs à ne regarder que ses départements d'outre-mer comme partie intégrante du territoire national, n'en comptabilise pas moins dans son aide au tiers-monde les concours qu'elle leur apporte, ce qui permet d'améliorer très fortement sa performance. Malgré cela, alors que l'objectif proposé pour l'aide publique en fin des années 60 était de 0,70% du PNB de l'ensemble des pays donateurs, l'aide n'a atteint que 0,34% de ce PNB en 2009, contre 0,36% en 2010. Constatant que les flux privés et en particulier les crédits à l'exportation ont en fin de période progressé davantage que l'aide publique, le rapport du CAD pour 2009 stipule entre autres: l'une des raisons en est sans doute que l'aide publique au développement ne suffit pas à procurer à ces pays en voie de développement les moyens de financement extérieur des investissements qu'ils estiment indispensables. Force leur est donc de recourir au crédit à l'exportation, et d'alourdir ainsi leur dette à court terme portant un intérêt élevé ou de remettre l'investissement à plus tard. Si par ailleurs, on exprime l'aide en relation avec la population des pays bénéficiaires, l'OCDE constate que cette aide montait en 2009 à 3,70 $ par habitant contre 3,60 $ en 1999. Mais, mesurée au prix de 1991, l'aide par habitat n'était en 2009 que de l'ordre de 3 $ seulement, soit 20% de moins qu'en 1999. Non seulement donc l'objectif fixé n'a pas été atteint, mais il y a eu durant la décennie régression absolue de l'aide réelle par habitant. L'intérêt que la Chine porte aux pays du tiers-monde est mis en évidence dans un rapport du département d'État américain dont la teneur a été révélée. La Chine populaire a accordé en 2009 à ces pays une aide beaucoup plus importante que l'Union européenne, estime le rapport consacré à l'assistance des pays européens au tiers-monde. Les prêts de Pékin atteindraient 709 millions de dollars, contre 204 millions pour l'UE, qui en ce domaine est à son plus bas niveau depuis 2005. L'aide chinoise croît rapidement, et l'année 2009 représente à elle seule 43% de toute l'aide apportée. Les principaux bénéficiaires de cette assistance sont la Tanzanie et la Zambie, qui ont reçu chacune environ 300 millions de dollars pour la construction du chemin de fer entre les deux pays. Le Pakistan a obtenu un engagement de crédit de 100 millions de dollars. Quelques 8100 Chinois travailleraient comme assistants techniques à l'étranger. Le rapport donne quelques détails sur l'aide militaire soviétique, qui s'est beaucoup accrue et atteignait, en 2009, 800 millions de dollars. L'Égypte a reçu la majeure partie de cette somme. 14 000 conseillers militaires soviétiques travailleraient en Égypte, 2 000 séjourneraient dans d'autres pays non communistes. L'aide des pays socialistes est donc faible au total comparativement à celle des pays impérialistes. Il ne faut pas s'en étonner, puisque l'aide de ces derniers s'analyse en une restitution ou compensation partielle du pillage des monopoles dans le tiers-monde, ou encore en injection de capitaux pour permettre la pérennisation du pillage et en particulier le transfert des profits privés. Pour les pays socialistes, l'aide n'est pas une obligation comme pour les pays impérialistes, mais véritablement une option. Est-elle pour autant moins politisée ? Toute aide est nécessairement politisée,
ne serait-ce que parce qu'elle s'effectue sous tel ou tel drapeau. L'aide des pays socialistes est en outre politisée, étant une option, par le choix des pays auxquels elle est accordée. Quant au point de savoir si elle est politisée de façon louable ou critiquable, cela dépend évidemment de l'optique de chacun. Puisque l'aide est nécessairement politisée, l'aide des pays impérialistes, comme il est logique, a pour objectif politique de soutenir les intérêts du système impérialiste. L'aide des pays socialistes, comme il est logique également, ne saurait que soutenir les luttes ou les politiques de caractère émancipateur et anti-impérialiste. D'après ce critère et sans entrer dans le détail, l'aide de la Chine apparaît dans l'ensemble louable, celle de l'Union soviétique dans l'ensemble contestable. La dépendance. La quasi-totalité des pays du tiers-monde ont été naguère des colonies, quelques-uns le sont encore. La dépendance militaire et politique n'a été établie dans la plupart des cas que pour asseoir la dépendance économique, et celle-ci, nous l'avons déjà dit chemin faisant, n'est de nos jours que la survivance et l'adaptation au monde moderne du vieux pacte colonial. Les pays du tiers-monde sont tous aujourd'hui intégrés au marché mondial capitaliste, mais ils le sont en situation de subordination par rapport aux centres dominants que constituent les métropoles impérialistes. La dépendance économique se manifeste en premier lieu au plan des échanges. Les quelques 340 milliards de dollars de marchandises qu'échangent en 1999 le tiers-monde et les pays impérialistes représentent les 3/4 du commerce extérieur total du premier, mais à peine le 1/5 du commerce extérieur total des seconds. Le tiers-monde est donc près de 4 fois plus dépendant des pays impérialistes que ceux-ci ne le sont du tiers-monde. Il y a là, en dehors de toute autre considération, l'expression d'un rapport de force qui est le fait de l'inégalité des partenaires, mais qui en même temps a pour effet de conduire à l'aggravation de cette inégalité. La dépendance commerciale s'exprime également par le fait que tandis que les pays industrialisés peuvent offrir à l'échange une gamme considérable de produits, les pays du tiers-monde n'en peuvent offrir qu'un éventail des plus restreintes, se limitant souvent à 4, 3, 2 ou même un seul constituant la masse exportable. L'auteur de cet ouvrage sait par expérience personnelle que lorsqu'un pays du tiers-monde se présente devant un pays industrialisé pour conclure un accord commercial, ses mandataires sont en position de faiblesse car ils n'ont aucune solution de rechange. Il leur faut à tout prix placer des quantités importantes et déterminantes pour l'économie du pays de 3 ou 4 produits clés, parfois moins. Au contraire, le partenaire industrialisé est en position de force. Ces mandataires étalent tout un catalogue de produits exportables et demandent négligemment « Que voulez-vous ?» Ce qu'ils placeront ou ne placeront pas de tel ou tel produit, n'ayant pour leur économie que d'infimes incidences. Autrement dit, les productions des secteurs vitaux de l'économie des pays du tiers-monde sont dominées par des facteurs externes qui déterminent seuls leur rentabilisation et par voie de conséquence leur survie. À l'inverse, les ventes au tiers-monde de produits manufacturés des pays industrialisés ne représentent qu'environ 5,5% de leur production industrielle globale. À la limite, ces pays pourraient s'en passer. La dépendance commerciale est étroitement imbriquée avec la dépendance financière, l'un et l'autre se conditionnant mutuellement. Il a été mis en relief que les ponctions de toutes sortes et en particulier commerciales effectuées par le capital monopoliste sur les économies des pays du tiers-monde, se répercutent en fin de compte sur les finances et notamment sur les finances extérieures de ces pays, qui, s'ils étaient limités à leurs seules ressources, se trouveraient rapidement en situation catastrophique. C'est pourquoi intervient l'aide publique, dont l'objet essentiel est d'éviter la catastrophe économique et financière ainsi que la catastrophe politique. Il en résulte une dépendance fondamentale et permanente. Si l'aide prétendument allouée pour le développement ne permet aucun développement, elle évite néanmoins que le sous-développement ne se développe jusqu'à des limites explosives, du moins en règle générale jusqu'à ce jour, car l'on a vu que l'aide se dévorant elle-même désormais à concurrence de quelque 70% de son montant, le système en arrive à un point que d'aucuns l'appellent le point de rupture. Mais ce point de rupture sera reporté de quelques années dans tous les cas, par le jeu des moratoires et de la consolidation des dettes. Il en résultera et il en résulte déjà une dépendance politique aggravée, les gouvernants bénéficiant de ces moratoires et consolidations se trouvant de plus en plus irrémédiablement enchaînés au système impérialiste,
ce qui risque fort d'étendre et de radicaliser les contestations internes qu'on se proposait de contenir ou de museler. Au fur et à mesure qu'elle s'alourdit, la dépendance nourrit sa propre mise en cause. Enfin, une autre forme de dépendance contraint les pays africains à avoir continuellement recours aux institutions de Bretton Woods, dans le cadre des financements des projets de développement avec intérêt. Les problèmes inhérents à la pauvreté et au sous-développement en général sont souvent la cause de la main tendue des pays d'Afrique vers ceux du Nord, et étant donné que les contradictions n'ont jamais de fin, les Africains restent éternellement dans la logique dépendance en utilisant la grande partie des fonds alloués au paiement des salaires colossaux des expatriés imposés aux projets par le Nord et à l'achat des machines agricoles à des prix nettement plus élevés que ceux pratiqués par les pays asiatiques. L'exploitation. Schématiquement, elle se manifeste d'une part par un ensemble de ponctions financières, d'autre part par des ponctions matérielles. Les ponctions financières s'opèrent à travers la détérioration des termes de l'échange, qui a pour effet premier de priver les pays du tiers-monde, au bénéfice de leurs partenaires impérialistes, d'une fraction importante de ce que devraient être leurs recettes d'exportation. Elles s'opèrent à travers les transports maritimes, qui entraînent eux aussi un prélèvement financier nullement négligeable sur les disponibilités des pays du tiers-monde. Elles s'opèrent enfin et surtout à travers le transfert des profits réalisés dans le tiers-monde, par les capitaux impérialistes qui s'y sont investis. L'on a donné quelques indications qui autorisent à penser que le taux de ces profits, dont seulement moins de 15% sont réinvestis sur place, est en général très élevé. Pour sa part, Samir Amin estime que le taux moyen de rémunération de ces capitaux est de l'ordre de 20 à 25%, et il constate lui aussi qu'à partir d'un certain niveau de mise en valeur, le reflux des profits l'emporte sur le flux des investissements de capitaux nouveaux. Qu'est-ce que l'aide publique au développement? L'aide publique au développement, ou APD, représente l'ensemble des financements alloués à des programmes de coopération technique, d'aide projet ou aide sectorielle, de soutien macroéconomique ou de contribution volontaire à des institutions internationales, apportées par les pays membres de l'OCDE coordonnés en comité d'aide au développement 4.3. Pour être comptabilisé en APD, et représenter ainsi l'effort de coopération internationale au développement engagé par un État membre de l'OCDE, ces financements doivent bénéficier aux pays pauvres et aux pays à revenus intermédiaires dont la liste est remise à jour annuellement par le CAD. En 2002, l'APD totale des pays du CAD s'élevait à 57 milliards de dollars, ce qui représentait 0,23% du PIB de l'OCDE 4. À quoi sert l'aide publique au développement? Il est normal de croire que la finalité du système d'aide est de satisfaire l'homme. Marie-Christine Guénaud et Bernard J. Lecomte, 1998. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, puisque l'aide qui devrait favoriser l'essor des populations aidées ne semble pas prendre en compte les besoins de ces dernières, mais plutôt est dirigée par la vision du développement que se fait celui qui veut aider. Les institutions financières internationales en bonnes institutions bancaires sont naturellement plus préoccupées par les conditions sécurisées qui peuvent garantir le remboursement de leurs prêts, que par l'intérêt que l'emprunteur en tirera. Ainsi comme le dit Philippe Norel cité par Jacques Ada, longtemps, la préoccupation majeure des pays industrialisés a été non pas la sortie de crise au Sud et la reprise du développement mais le redressement des bilans des banques créancières et la réduction de leur vulnérabilité au risque de non-remboursement. Le fameux plan d'ajustement structurel des années 80 qui a appauvri plus qu'il n'a assaini, avec tous ses effets pervers sur le vécu quotidien des populations africaines, n'en est-il pas la preuve? Un plan d'ajustement structurel qui une fois de plus a été une décision prise de l'extérieur et imposée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avec des conséquences désastreuses sur la vie des populations locales. Aucun secteur, qu'il soit de l'agriculture, de l'éducation ou de la santé, n'a été épargné. Comment expliquer la réforme mise en œuvre dans bon nombre de pays subsahariens, dans le secteur agricole, où le service apporté aux producteurs agricoles devrait, comme une marchandise, être payé? Le Programme national d'appui aux services agricoles, PNASA, par exemple initié dans plusieurs pays d'Afrique noire,
est la parfaite illustration du désir des institutions financières de tout transformer en marchandises. Un programme présenté comme un outil performant de développement et qui dans sa phase d'exécution, a connu plusieurs interruptions qui ont fini par être transformées en arrêt de financement pour cause d'un soi-disant non-respect de conditionnalité. Comme quoi, celui qui aide non seulement veut avoir un regard sur l'organisation de ses bénéficiaires, mais surtout, comme le disent Marie-Christine Guénaud et Bernard Jlecomie, il définit les règles du jeu, impose ses normes, ses méthodes de travail et ses modes, 1998. Cependant, les fonds ainsi décaissés dans cet indescriptible cafouillage, d'abord pour conduire la phase d'élaboration du programme et ensuite pour sa mise en œuvre, constituent une dette à rembourser avec bien sûr des intérêts. En plus, ce programme dont l'échec est imputable aussi bien à son arrêt prématuré dans nombre de pays qu'à sa conception, a fait l'objet de plusieurs missions d'évaluation dont la dernière a été pompeusement baptisée évaluation définitive. Que vient-on évaluer alors que le programme n'a presque pas été exécuté, et que son échec se lit à l'œil nu? Cette démarche pose un autre problème souvent reproché à la mise en œuvre des projets en Afrique. C'est-à-dire le manque de flexibilité des dispositifs de gestion des projets de développement. Il faut évaluer les projets parce que dès leur conception, un certain nombre d'outils et de lignes budgétaires sont prévus pour leur mise en œuvre, et il est important de les respecter dans toute leur rigueur. Il faut une évaluation pour connaître les causes de l'échec du projet, dira-t-on, et apprécier le niveau d'exécution du programme qui a à peine été exécuté. Mais tout ceci n'est-il réellement pas connu? La logique voudrait que les dépenses dans le cadre de ce projet soient arrêtées. Cependant, les frais occasionnés par cette balade, puisque les résultats sont connus à l'avance, constituent un autre fardeau supplémentaire pour les États. Expliquer les raisons du non-décollage du développement de l'Afrique, et ce qu'Axel Kabou appelle naufrage du continent africain, 1991, seulement par les comportements des pays industrialisés, serait un refus de reconnaissance de la lourde responsabilité des Africains dans leur malheur. Comment les Africains, consciemment ou inconsciemment, signent leur mise à mort par les pays du Nord? Qui sont les principaux bailleurs de fonds bilatéraux? Les États-Unis sont de loin le plus important bailleur de fonds bilatéral avec, en 2002, un montant d'APD de près de 13 milliards de dollars. Ils sont suivis par le Japon avec 9,2 milliards de dollars. Ainsi, le doublement de l'aide, que la CNUSED considère comme indispensable pour accélérer la croissance et réduire à moyen terme la dépendance à l'égard de l'assistance extérieure, ne pourrait se réaliser que si le Japon et les États-Unis, qui sont les pays dont les dons au PMA sont les plus importants en valeur absolue, prenaient part aux engagements des donateurs émis lors de la seconde conférence des Nations Unies sur les PMA 5. En revanche, lorsque le montant de l'aide est rapporté au revenu national brut du pays, RNB, les États-Unis se retrouvent au dernier rang des pays du CAD avec un ratio de seulement 0,12%. Le Japon descend également à la 19e place sur 22. Un groupe de 5 pays se détache largement des autres par un pourcentage d'aide supérieur à 0,75% de leur RNB. Le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suède. La France est au 5e rang des bailleurs de fonds en volume, pour un montant total de 4,4 milliards d'euros en 2001 et 5,3 milliards en 2026. Elle reste le premier contributeur du G8 en termes de rapport APD-RNB 7. Evolution de l'APD mondiale. En légère augmentation depuis 2 ans, plus 1,2% en 2001 et 4% en 2002, le budget global de l'aide semble rompre avec une décennie de forte diminution. La conférence de Monterrey sur le financement du développement, tenue en mars 2002, a notamment permis de consolider et formaliser les promesses des bailleurs de fonds quant à l'augmentation de leur aide dans les années à venir, notamment dans le cadre des objectifs du millénaire établis par les Nations Unies pour 2015. Les États-Unis ont ainsi annoncé une augmentation de leur aide publique de 5 milliards de dollars par an d'ici 2006, ce qui représenterait une hausse de presque 50%. Les pays membres de l'Union européenne se sont également engagés à augmenter leur APD collective, afin qu'elle atteigne au moins 0,33% du revenu brut,
tandis que les pays qui dépassent déjà ce niveau devront maintenir ou augmenter leur niveau d'aide. Cette inflexion du budget d'APD est toutefois à nuancer. En premier lieu, elle est à considérer à la lumière de la forte baisse constatée ces 10 dernières années, au cours desquelles sa part rapportée au RNB de l'ensemble des pays du CAD a chuté de 0,33% en 1992 à moins de 0,22% en 2001. Comme le soulignait un récent rapport de la CNUSED, en termes réels, les versements nets d'APD par habitant, bénéficiant aux pays les moins avancés, ont chuté de 46% entre 1990 et 2008. Il n'est d'ailleurs pas certain que cette récente tendance à la hausse se traduise par une augmentation significative du budget de l'APD mondial au niveau revendiqué par les agences spécialisées de l'ONU ou par les organisations non gouvernementales. La déclaration finale de Monterrey ne contient aucune mesure coercitive quant au montant de l'aide, tout au plus des engagements. Surtout, même si les pays de l'OCDE tenaient la totalité de leurs promesses, le ratio APD-RNB de l'ensemble des pays du CAD ne devrait pas dépasser 0,24% en 2069, ce qui restera bien loin de l'objectif souhaité de 0,7%. À ce titre, le plan d'action de Johannesburg s'est d'ailleurs contenté de demander aux États de faire des efforts concrets pour atteindre cet objectif de 0,7% sans échéance, que du reste le sommet de Rio exigeait voilà déjà 10 ans. En second lieu, comme on l'a vu précédemment, les États-Unis constituent de loin le premier bailleur de fonds bilatéral. À ce titre, toute évolution importante dans un sens ou dans l'autre de ces crédits d'aide se traduit de façon significative sur l'évolution du montant de l'APD mondial. Or, la hausse de l'aide américaine constatée ces 2 dernières années ne s'inscrit pas tant dans un programme d'action de lutte contre la pauvreté à long terme que dans une réaction soudaine aux attaques terroristes du 11 septembre 2001, et des événements guerriers opérés depuis lors en Afghanistan et en Irak. Enfin, cette hausse de l'APD mondiale semble s'opérer en partie au détriment du principe d'additionnalité, qui voudrait que les réductions de dette opérées dans le cadre l'APD ne s'effectuent pas aux dépens d'autres programmes de développement financés sur la même enveloppe budgétaire. En effet, comme le constatent de nombreux observateurs ou représentants d'institutions internationales, à l'instar du secrétaire général de la CNUSED, les réductions du service de la dette consentie au PMA, dans le cadre de l'initiative PPTE, ont été financées par une diminution du montant de l'aide. Une APD française en hausse relative. L'évolution de l'aide française au développement n'a pas échappé à la tendance générale des 10 dernières années. Avec une baisse moyenne de 5,7% par an de 1992 à 199 810, et une diminution totale de 13 milliards de francs entre 1994 et 2000, soit une baisse de 30% en euros courants, la France est même l'un des 2 pays, avec les États-Unis, qui ont le plus réduit leur aide au développement au cours de la dernière décennie. Si, en 1994, son budget représentait 0,64% du PIB, il n'était plus que de 0,40% en 1998 et 0,32% en 2011. Cependant, semblant confirmer le récent engagement de la France d'augmenter son budget d'APD pour atteindre 0,5% du PIB en 2007 et 0,7% en 2012, le montant de l'aide française est stabilisé en 2000 et 2001 autour de 0,32%. La baisse sensible d'APD de 1999 à 2000 s'explique en partie par le retrait de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays bénéficiant de l'APD du fait de leur niveau de revenus. Aujourd'hui, il ne reste plus pour les TOM bénéficiaires de l'APD que Mayotte et Wallis-et-Futuna. Si cette récente évolution est appréciable, elle est à considérer à la lumière de plusieurs éléments. D'une part, les augmentations enregistrées en 2002 et 2003 sont dues en grande partie à la forte hausse de l'aide bilatérale qui s'explique par la part importante des annulations ou réductions de dettes opérées dans le cadre de l'initiative PPTE et comptabilisées dans le budget de l'APD. Celles-ci ont en effet triplé en un an, passant de 0,4 milliard d'euros en 2001 à 1,3 milliard en 2002, avant d'atteindre presque 2 milliards en 2003. L'aide allouée sous forme de dons, elle, s'est au contraire stabilisée en 2002 autour de 2,4 milliards d'euros,
avant de diminuer de 45 millions d'euros en 2003, 326 millions d'euros de plus en remboursement qu'elle n'a consenti en nouveaux crédits. La hausse constatée de l'APD française tient donc plus de l'augmentation comptable des annulations de dettes que d'une croissance soutenue des dons et prêts destinés à la coopération technique ou à l'aide programme. D'autre part, l'augmentation de l'aide multilatérale, dont la part a sensiblement augmenté ces 6 dernières années pour représenter plus d'un tiers de l'aide française en 2002, provient de la hausse de la contribution française au Fonds européen de développement, conséquence circonstanciée de l'accélération des décaissements européens, fin du 8e Fonds européen de développement et du règlement définitif de l'ancien STABEX, outil de stabilisation des recettes d'exploitation, dont il n'est pas sûr qu'elle perdurera. L'aide projet ou l'aide programme. Cette aide permet le financement de projets spécifiques dans les pays en développement, qui peuvent prendre la forme d'études de conception ou de faisabilité, de contrats d'équipement, de réalisation de travaux d'infrastructure, ainsi que de programmes d'action sectoriels dans la santé, l'éducation ou l'eau-environnement. Les financements sont assurés par l'Agence française de développement ou le Fonds de solidarité. Prioritaire dans le pays de la ZSP, ou par des dons et prêts du Trésor pour les pays à revenus intermédiaires. Le Fonds de solidarité prioritaire finance des projets et programmes consacrés principalement au renforcement de l'état de droit et des capacités nationales et locales, à l'intégration régionale, à l'aménagement de territoires et à la gestion des ressources naturelles, au développement communautaire, à la lutte contre les discriminations de toute nature, à l'éducation et à la santé publique, à la jeunesse et au sport, à la promotion de la langue française, la culture et à la recherche. Si les crédits de paiement restent stables, autour de 110 millions d'euros, les autorisations de programmes allouées au titre du FSP sont en baisse régulière depuis plusieurs années. Les orientations générales de l'Agence française de développement AFD sont de contribuer, d'une part, à l'insertion des pays les plus pauvres dans l'économie mondiale, dans une logique d'appui à l'intégration régionale, infrastructures économiques à la restructuration d'entreprises privées, renforcement des systèmes bancaires et financiers, et d'autre part, d'assurer un développement durable en contribuant au financement de projets d'accompagnement social et de lutte contre la pauvreté, microfinance, appui aux très petites entreprises, accès aux services de base, eau et électricité notamment, infrastructures de santé et d'éducation. Là aussi, la tendance des autorisations de programme est à la baisse, entre 150 et 200 millions d'euros, alors que les crédits de paiement restent stables autour de 130 millions d'euros. Le collectif Coordination Sud déplore cette baisse progressive des crédits destinés à l'aide projet ou aide programme, qui constitue le cœur de la coopération au développement. L'aide projet a diminué de 47% entre 1994 et 1998. Sa part dans le total de l'APD est ainsi réduite de 14% à 10%. Cette baisse est d'autant plus regrettable, ajoute le collectif, que l'aide projet est généralement de bonne qualité, en raison de l'expertise reconnue des équipes et de leur connaissance approfondie des pays. Michel Charasse relève, dans son rapport présenté au Sénat en 2000, que l'outil projet de coopération est progressivement supprimé et ses moyens confondus sinon transférés avec ceux de la coopération culturelle universitaire qui n'a pas nécessairement les mêmes objectifs. On peut toutefois se féliciter de la suppression de l'aide liée à la demande, notamment de l'OCDE. L'aide sous forme de dons ou de prêts a été pendant longtemps conditionnée à l'attribution de tout ou partie des contrats d'équipement, de travaux ou de services à une entreprise française. A priori, l'aide liée pouvait paraître bénéfique pour tous. Elle aidait les pays en développement en leur octroyant un don ou un prêt à conditions financières avantageuses pour la réalisation d'études ou de travaux d'infrastructure. Elle créait une demande pour les exportations françaises d'équipements et de services. 3. Les membres du CAD apportent environ 95% du total mondial de l'aide publique au développement. 4. DAC Countries Begin Recovery in Development Aid, 5% Increase in 2002, 22 avril 2003, www.oec.org. 5. Aperçu général du secrétaire général de la CNUSED sur le rapport précédemment cité, www.imta.org. 6. Prévision à fin 2002, projet PLF 2003.
7. L'OCDE évalue non pas le rapport APD-PIB, mais la PDRNB. Le revenu national brut s'est récemment substitué au produit intérieur brut, le premier permettant de prendre en compte un nombre plus important de secteurs économiques des pays. En pratique, il n'y a pas de différence notable, tout au plus une très légère baisse du rapport APD-RNB par rapport au précédent de l'ordre de 0,05% maximum. 8. Rapport 2002 sur les pays les moins avancés, CNUSED, 2002. 9. Estimation du CAD, en supposant une croissance réelle moyenne du RNB de 2,5% par an. 10. Michel Charasse, rapport général fait au nom de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2001, décembre 2001. 11. Si l'on ne tient pas compte de l'APD alloué au TOM, ces chiffres redescendent à 0,57% en 1994, 0,35% en 1998 et 0,30% en 2000. 12. Projet de loi de finances pour 2003, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002. 13. Projet de loi de finances 2003, présenté à l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002. Le DEVELOPPEMENT de l'économie capitaliste et l'asservissement des pays du tiers-monde par l'Occident. La période décisive de formation du système capitaliste en Europe occidentale s'étend du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, période au cours de laquelle le capitalisme industriel succéda au capitalisme marchand et commercial. La période de la révolution commerciale et de l'essor du capitalisme marchand fut celle où l'Europe occidentale s'est constituée une importante accumulation du capital argent. Marx introduit la notion d'accumulation primitive du capital qui est liée à une période et à un contexte historique précis, caractérisé par l'émergence du capitalisme sur les ruines de la féodalité. L'Europe occidentale à la recherche du capital. L'accumulation primitive n'a d'autre provenance que le pillage des autres contrées du monde. Tout au long de la période de jeunesse du capitalisme, l'accumulation primitive du capital résulte essentiellement des biens pillés, volés, appropriés par ruse, par force ou violence chez les peuples d'outre-mer avec lesquels le monde occidental entre en contact. Historiquement, la naissance du capitalisme occidental est fondée sur le pillage d'un certain nombre de pays du monde. À partir de quelques cas choisis parmi tant d'autres, l'accumulation primitive du capital marchand et du capital commercial s'est effectuée par voie de brigandage et de piraterie. W.R. Scott fait remarquer que vers 1550, une pénurie de capitaux sévit en Angleterre, suite à laquelle, en quelques années, les entreprises de piraterie contre la flotte espagnole modifièrent la situation. La première entreprise de piraterie de Drake fut lancée avec un capital de 5000 livres auquel participa la reine Élisabeth. Elle rapporta environ 600 000 livres de profit, dont la moitié pour la reine. D'une façon générale, on peut estimer à 12 millions de livres ce que les pirates ont introduit en Angleterre durant le règne d'Élisabeth. À en croire des Barthélemy de la Casa, les conquistadors espagnols exterminèrent 15 millions d'Indiens en l'espace de 50 ans et 12 millions selon certains témoignages. Des pays à population dense comme Cuba, le Nicaragua, Haïti, la côte du Venezuela furent entièrement dépeuplées. Selon Hauser et Renaudet, le second voyage de Vasco de Gama, 1502 à 1503, à la tête d'une vraie flotte de guerre de 21 vaisseaux, aboutit à la substitution au monopole égypto-vénitien d'un monopole nouveau pour le commerce des épices. Celui-ci ne s'établit pas sans épisodes sanglants. C'est une sorte de croisade de marchands de poivre, de girofle, de cannelle. Elle est marquée par d'épouvantables atrocités. Tout semblait permis contre les musulmans abhorrés que le Lusitanien avait la surprise de rencontrer au bout du monde, après les avoir chassés d'Algarve et combattus sur la terre berbère. Incendies et massacres, destruction de riches cités, vaisseaux brûlés avec leurs équipages, prisonniers égorgés dont les mains, le nez et les oreilles sont envoyés par dérision au roi barbare. Telles sont les prouesses du chevalier du Christ, il ne laissa la vie après l'avoir mutilé de la même sorte qu'à un brahmane chargé de porter aux souverains locaux ces horribles trophées. C'est dans le même sens que les marchands hollandais qui tiraient profit du monopole des épices obtenu grâce aux conquêtes dans l'archipel indonésien, passaient à la destruction massive des arbres de cannelle, dans les îles des Moluques,
aussitôt que les prix commençaient à baisser en Europe, d'après COLENBRANDER. Les voyages Hongui pour détruire ces arbres et massacrer la population qui depuis des siècles, tirait sa subsistance de leur culture, ont marqué d'une empreinte sinistre l'histoire de la colonisation néerlandaise. Celle-ci avait d'ailleurs commencé sous le même signe. L'amiral J.P. Cohen n'avait-il pas hésité à exterminer tous les habitants mâles des îles Banda? Au début du XVIe siècle, le commerce sur la côte de Guinée fut de deux manières profitables aux Néerlandais. D'abord, ils acquirent des marchandises de grande valeur chez des gens qui ignoraient encore la valeur réelle. En deuxième lieu, ils les échangèrent contre des marchandises européennes de valeur beaucoup plus réduite. KULISCHER ne manqua pas de dire que la Compagnie des Indes occidentales hollandaises vendit 23 000 nègres pour un total de 6,7 millions de florins, soit environ 300 florins par tête, alors que les marchandises données en échange de quelques esclaves ne valaient guère plus de 50 florins. De 1728 à 1760, les navires partant du Havre amenèrent aux Antilles 203 000 esclaves achetés au Sénégal, à la Côte de l'Or, à Luango, etc. La vente de ces esclaves rapporta 203 millions de livres. G. Lefebvre souligne lui aussi que de 1783 à 1793, les négriers de Liverpool vendirent 300 000 esclaves pour 15 millions de livres dont une fraction importante contribua à la fondation d'entreprises industrielles. À propos de l'enrichissement de la France au XVIIe siècle, le révérend Père Richon note fort bien que l'accroissement des établissements coloniaux, les progrès du commerce et des transports, la puissance, la richesse et le crédit de la métropole sont fonction de la traite des Noirs. Le commerce de la France, au XVIIIe siècle, a l'avantage d'une balance favorable de plusieurs millions de livres. G. Martin précise plus encore que chaque place de retour, des bateaux de la traite des Noirs, a vu au cours du XVIIIe siècle s'édifier ainsi des manufactures, raffineries, cotonnades teintures, confiseries, dont le nombre croissant atteste l'essor du trafic et de l'industrie. À titre d'exemple se fondront à Nantes, au XVIIIe siècle, 15 raffineries, 5 manufactures de cotonnade, 2 grosses usines de teinture, 2 confiseries. Des industries créées, des fortunes privées accrues, de même que l'opulence publique des villes transformées, l'épanouissement d'une classe nouvelle, tels sont les traits essentiels dont le trafic négrier a marqué l'évolution de la nation française au XVIIIe siècle. Brooks Adams soutient qu'il y a des liens directs entre le pillage de l'Inde par la Last India Company, après la bataille de Plassey, et le début de la révolution industrielle. Très peu de temps après la bataille de Plassey, les dépouilles du Bengale commencèrent à arriver à Londres. L'effet semble avoir été instantané. Toutes les autorités sont d'accord que la révolution industrielle... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.